Et cette semaine, on passe l'heure avec Denis Lévesque, journaliste, animateur. C'est également lui qui va animer l'émission du midi au 98.5 cet été. Si vous avez un mot ou une question pour lui, écrivez-nous dans la messagerie 98985. Bonjour, Denis. Allô, allô. Bon, ça a été annoncé tout récemment que c'est toi qui vas prendre la barre de l'émission du midi ici au 98.5, midi à 15h. C'est un retour dans les médias traditionnels. Comment tu trouves ça? Plus que dans les médias traditionnels, je te dirais que c'est un retour à la radio pour moi parce que, tu vois, ça fait 45 ans que je fais ce job-là. J'ai été 30 ans à la télé et les gens de Montréal me connaissent essentiellement à cause de la télé parce que j'ai fait de la radio au Saguenay-Lac-Saint-Jean et à Québec un peu. Et tu vois, j'ai des amis en fin de semaine. On a souligné, on a eu des retrouvailles des 50 ans de la fin de notre secondaire 5 à Roberval. 50 ans, puis on était, comme la chanson de Patrick Bruel, on s'était donné rendez-vous dans 10 ans, nous, c'est dans 50 ans. Et c'était super le fun. Et les gens qui étaient là avaient lu dans la presse que j'allais être ici. Et ils étaient heureux parce qu'ils m'ont connu d'abord à la radio. Parce que je travaillais à la radio étudiante à la Polyvalente, là-bas. Et après, la radio de Polyvalente, j'ai travaillé pendant l'été à la radio à CHVD, Radio 123 à Dolbeau. Et c'était pour payer mes études. Et aussitôt que j'ai fini d'étudier, bien, j'ai travaillé à la radio parce que c'est ça que je voulais faire. J'ai fait un bac en Sciences Po, mais dans le fond, ce que je voulais, c'est travailler à la radio. Et j'y ai été pendant 15 ans. Puis c'est que, je ne sais pas si tu te souviens, en 1994, il y a la moitié des stations de radio qui ont fermé. Et là, les artisans de la radio se retrouvaient plusieurs en chômage. Et c'est là que, j'ai bifurqué vers Montréal et vers la télévision. Mais pourquoi tu voulais travailler à la radio? Qu'est-ce qui t'attirait? Pour moi, c'était de la magie, la radio. Mon père, un de ses meilleurs amis, était animateur à la radio de CHRL à Roberval. Ça, c'était le télémédia de Roberval, si tu veux. Télémédia, c'est un peu l'ancêtre d'ici, là. Et il venait chez nous. Il avait une superbe belle voix. Il s'appelait Harvey Paradis. Et je l'entendais parler, mais j'entendais aussi sa voix. Moi, j'étais petit, j'avais 5-6 ans, puis j'entendais sa voix dans la boîte en plastique qu'il y avait sur le comptoir, la radio. Et là, je faisais le lien, puis je trouvais extraordinaire que ce gars-là puisse se retrouver dans cette boîte-là. Et mon père m'a acheté une enregistreuse Sony, je devais avoir 6-7 ans. Puis mes chums me rappellent souvent que je faisais des entrevues avec eux autres. Ils arrivaient à la maison, puis je faisais des entrevues avec mon enregistreuse. Et ça n'a pas été long que quand j'ai pu travailler, j'ai essayé de travailler à la radio, puis c'est ce qui est arrivé. Alors là, c'est un grand retour après 30 ans, c'est ça, à la radio. Comment c'est venu, cette opportunité-là? D'abord, j'ai fait 30 ans de télévision et mon émission, la dernière, a duré 16 ans. C'est quand même très long. Et j'avais l'impression pas mal d'avoir fait le tour de la question, surtout qu'on était pendant la pandémie, puis c'était pénible. Hein? Moi, j'avais l'émission avec le spectre le plus large d'invités puis de sujets. Enfin, on se targuait de ça. Et à juste titre, je pense bien. Et là, on se retrouvait avec un seul sujet. À part la COVID, là, tu sais, les gens disaient, parlez d'autres choses. Envoyez-moi des sujets, parce que plein de sujets étaient proposés par les gens qui nous écrivaient. Mais ils nous écrivaient, parlez donc de telle dimension de la COVID, puis de tel résultat dans la région. Tu sais, il y avait juste la COVID, eux autres aussi, dans la tête. Donc, après quelques années de ce régime-là, j'ai décidé d'arrêter. Parce que l'émission avait perdu sa couleur originale. C'est ça, c'est que je faisais comme tout le monde. Tu sais, je faisais venir des spécialistes, puis on parlait de la maladie. Et donc, après ça, j'ai fait 1 an à TVA pour souligner les 25 ans de LCN. J'ai fait une série de reportages. Et là, après ça, j'ai essayé de faire des balados, des podcasts. Et j'ai pas aimé ça. J'ai pas aimé ça parce que c'était beaucoup trop de travail. C'est comme si je me retrouvais à 20 ans et il fallait que je fasse du montage, que je fasse de la recherche. Puis, tu sais, moi, ce que j'aime, c'est parler d'un micro. Alors, je faisais ça 20 de mon temps. Puis en plus de ça, il fallait payer pour ça. Donc, c'était pas payant, c'est toi qui payais. Donc, mais c'était quand même écouté, par contre, quand tu as fait du balado. Oui. Ça circulait. Oui, mais tu sais, le but de la manœuvre, c'est de pas... essentiellement, à mon âge, c'est peut-être plus d'en faire tant que ça, mais c'est de pas en dépenser non plus. L'argent, je comprends. Oui. Après 50 ans. C'est ça. Alors, j'ai mis un terme au balado, mais j'ai quand même pas mis un terme à ma carrière. Je veux pas travailler à temps plein 5 jours semaine pendant 45 semaines. J'ai donné ça.
Mais des mandats comme celui-là, quand on me l'a proposé, écoute, à la belle course, là, surtout qu'on m'appelle au mois d'avril, tu sais, il pleut, j'ai des vaches, là, je regarde mes vaches paître au loin, et je lis, puis je dis, écoute, c'est bien plate à la retraite. Tu sais, il y a eu comme un passage à vide au mois d'avril, et quand on m'a proposé ça, j'ai dit, à pieds joints, let's go. Qu'est-ce qu'il y avait de plate? Ben, qu'est-ce qu'il y a de plate dans la retraite? Ben, c'est-à-dire que c'était cette période, c'était le mois d'avril. Pour les autres périodes, je ne me suis pas ennuyé du tout. J'ai voyagé beaucoup. J'arrive d'Europe, d'ailleurs. Et je lis beaucoup. Je m'occupe de... Là, on va avoir un petit-fils et on a une petite fille. Et là, tout arrive en même temps. C'est super le fun. D'ailleurs, le petit-fils, il va naître au moment où je vais être ici à Montréal, parce que si j'avais été en Estrie, je n'aurais pas pu le voir tous les jours. Il va naître, en principe, le 5 juillet. Donc, je serai ici à Montréal. Je pourrais aller le voir assez régulièrement. Si j'avais été en Estrie, je l'aurais vu moins. Donc, c'est une espèce d'effet collatéral cet été de travailler. Je vais pouvoir voir souvent mon petit-fils, mon nouveau petit-fils. Alors là, ça énergise. C'est vraiment ce que j'entends d'avoir le micro ici cet été. Mais ce que je comprends aussi, c'est que c'est un contrat, une expérience, mais que c'est pas nécessairement une voie vers un engagement temps plein, comme ça a été pendant des années et des années à la télévision. C'est que là, tu te permets, Denis Lévesque, de choisir les projets en fonction de ce qui t'intéresse, plus de manière ponctuelle. Exactement. Et ce qui est arrivé, même à la télévision, les dernières années, j'avais négocié qu'on enregistre une 5e émission le jeudi. J'en faisais 2 le jeudi. Donc, pour avoir la semaine de 4 jours, j'ai été longtemps à la semaine de 4 jours les 4-5 dernières années parce que ça gruge de l'énergie. Ça paraît pas, là. T'es encore jeune, t'es là tous les jours, mais il arrive un moment donné où on se Je comprends. répare moins du stress. C'est-à-dire que quand on a 30, 35, 40, 45 ans, je sais pas, il y a une journée stressante, tu vas te coucher, puis le lendemain matin, OK, t'es d'attaque. Il y a un âge où le lendemain matin, je suis encore magané, là. Tu sais, ça m'aurait pris quelques heures de plus. Donc, c'est ça. On se relève moins bien du stress donc, je ne referai pas ça à temps plein, mais en même temps, c'est très stimulant. Tu vois, à partir du moment où j'ai su que j'allais revenir cet été, déjà, mon degré d'énergie à m'occuper de mes vaches était meilleur. Hey, il va falloir qu'on en parle de ces vaches-là. T'as pas le choix. Mais là, tu viens de dire quelque chose quand même, tu sais, à se remettre du stress. Plus on avance dans une carrière, plus ça devient difficile. Toi, tu vis avec le stress, Denis Lévesque? On se connaît pas, mais c'est pas l'impression que je ressens, là. Quand je te vois. Oui. Non, mais actuellement, non. Là, je suis pas stressé, puis j'ai pas été stressé les dernières années. C'est pas le stress, c'est comme... moi, j'étais un coureur de fond. Il y a des marathons, il y a des marathoniens, il y a des gens dans notre domaine là, qui donnent des grands coups, là, puis des chums en cinéma, puis tu sais, ils donnent un coup solide pendant 3 mois. Ils font juste ça 18 heures par jour. Nous, à la télévision, il y avait un gars, Bruno, et moi. Bruno était chef de pupitre et moi, l'animateur, un réalisateur et des techniciens ponctuels. On était juste 2 pour le contenu, Bruno et moi, à se payer le stress de remplir, pendant les premières années, 220 émissions par année. On a diminué à un moment donné à peu près à 150, 160. Mais on était 2. Donc, c'est un marathon. Tu commences en août, puis tu sais que ça finit plus. Là. C'est pas comme un bulletin de nouvelles où le gars va s'asseoir puis il lit les textes de tout le monde. Puis bon, c'est pas le même investissement que dire on est 2 responsables du contenu, il faut être là, puis il faut que ça marche. Et on était sur 2 antennes en même temps, sur TVA puis LCN. On savait que si j'étais plus affaires publiques pures, ça allait marcher bien à LCN, mais peu à TVA. Donc, des fois, on faisait ça comme ça. Puis le lendemain, ça avait marché moins à Code d'écoute. On faisait un plus gros show pour que ça marche à TVA et moins à LCN. Donc, il fallait qu'on calcule tout ça, là. Puis vous étiez si dépendant que ça des codes d'écoute, c'est-à-dire à chaque jour, puis vous preniez vos décisions en fonction de la veille, c'était déséquilibré entre les deux. Non, mais ça, c'est au début, mais une fois que c'est fait, tu as l'expérience, tu sais comment ça fonctionne. Tu sais qu'un soir de jeu de hockey, ça ne donne pas grand-chose de se casser la tête. Non, mais de mettre ton meilleur sujet ou de lire un livre pendant une journée pour aboutir à ça.
Mais, tu sais, c'est une question d'expérience. Tu le sais, là, à peu près comment ça va évoluer. Mais c'était quand même un stress. À la fin de chaque saison, j'étais toujours plus fatigué que je pensais que je l'étais. Vraiment. Je me souviens en Europe, une fois, on arrive avec Pascal. Pascal Willémy, oui, ta conjointe. Exactement. On atterrit à Marseille, puis il faut s'en aller d'un petit village. Je m'endormais tellement au volant, on a failli renverser 2 ou 3 piétons. Mais finalement, on se remémore ça souvent, Pascal et moi, parce que c'était à l'époque où j'en faisais 220, puis ça n'avait pas de bon sens. Voilà. Alors là, on y va à un autre rythme. Ouais, à quoi va ressembler ton émission cet été? Ben, c'est une émission d'été. C'est comme j'ai déjà fait de la radio, je sais que l'été, c'est quand même pas la même chose que l'hiver. Surtout en affaires publiques, les parlements ne siègent pas, tout le monde est en vacances, mais généralement, il y a des gros faits d'hiver l'été. Et on a un monsieur Trump qui est à Washington, qui nous surprend à peu près tous les jours. Qui ne prend pas vraiment de vacances. Non, et je pense pas qu'il va en prendre cet été non plus. Mon fantasme, c'est de retrouver ce contact avec les auditeurs. C'est ça qui est extraordinaire dans la radio, c'est comment c'est spontané. C'est-à-dire que tu as tout de suite tes textos, tu fais un peu de ligne ouverte, tu ouvres tes lignes et puis les gens appellent. J'ai fait de la ligne ouverte longtemps à la radio. J'en ai fait un peu à la télé aussi le midi, ça s'appelait Le Québec parle. Mais le contact avec le public, c'est assez extraordinaire. La radio, là, c'est ce qu'il y a de plus spontané, ce qu'il y a de plus vrai. C'est pas ta cravate, la couleur de ta cravate, c'est pas tu fais un geste de travers, tes lunettes, tu sales ou je sais pas quoi. C'est vraiment ce que tu dis qui fait foi de tout. Alors, c'est à toi, c'est sur tes épaules que repose le défi de créer une atmosphère. Parce qu'avant toute chose, la radio, c'est une atmosphère. Et c'est un lien avec le public. Il faut que tu crées une atmosphère. Puis, ce qui est extraordinaire à la radio, c'est que tu peux te servir du public pour créer une atmosphère. Puis on est chanceux. Oui. Et tu vas découvrir, justement, nos auditeurs. Là, je parle du 98.5, mais on est diffusé aussi ailleurs. Là, comme en ce moment, on est écouté en Outaouais, on est écouté en Estrie aussi. Ça, c'est agréable également d'avoir le pouls de ce qui se passe aussi dans les régions autour. Mais tu vas voir, on a vraiment les meilleurs auditeurs de l'univers, la meilleure connexion, le plus bel engagement. Puis je ne doute pas que ça va réagir à tes sujets parce que, justement, ta manière de parler, t'exprimer, on t'entend, on a l'impression que tu nous parles directement. J'imagine les gens en ce moment dans leur véhicule, tu leur parles. Mais toi, ça vient de la radio, ça. Quand je suis arrivé à la télévision, ils m'ont dit « Tu parles pas comme les autres. » Ben, je parle pas comme les autres parce que j'ai fait de la radio longtemps. Mais nous autres, la radio AM, c'était pas la même philosophie que le FM. C'était pas juste du talk. Il fallait qu'on soit capable de faire les avis de décès en même temps qu'on soit capable de faire la météo puis les grosses entrevues baveuses. Là, dans le temps, on était très arrogants dans ce temps-là. C'était les années André Arthur et compagnie. C'est ça, une autre époque. Oui. Mais, on développait une façon de s'adresser au public que moi, j'ai encore. Mais cet été, tu as souligné un élément important. Tu dis, on est écouté en Estrie et en Outaouais. Moi, je sais, parce que à la radio, j'ai travaillé à la radio régionale. Je sais à quel point il y a des sujets, des petites pépites, particulièrement pendant l'été, où ils ont le temps de creuser. Et donc, je vais m'adresser aux régions assez souvent. Là. Quand il y a une nouvelle intéressante à quelque part au Saguenay-Lac-Saint-Jean ou je sais pas où, dans le bas du fleuve, je vais en parler, c'est sûr. Parce que l'été, surtout quand tu as 3 heures, tu peux t'inventer des sujets. Puis moi, les sujets qui m'intéressent, c'est sûr que quand il y a de l'émotion, ça m'intéresse. Et pendant l'été, les politiciens parlent moins. Donc, il faut que tu te connectes plus sur l'émotion du citoyen. La voix que vous entendez, c'est celle de Denis Lévesque, animateur journaliste, qui animera l'émission du midi. À compter, c'est quoi? Ça commence le 23 juin 98.5 et un peu partout au Québec. On nous dit on est écouté en ce moment aussi à Rimouski. On vous salue sur la Côte-Nord également. Salut. On est international, comme on dit. Il y a beaucoup d'auditeurs qui réagissent à ton arrivée ici. Là. Un auditeur nous écrit « J'adore son style d'animation ». Un autre, Denis Lévesque, la voix rassurante que j'ai eue durant toutes ces années en soirée. J'aimerais donc le rencontrer une fois dans ma vie. C'est Caroline, 36 ans, qui nous écrit ce message-là. Vous avez un mot, une question pour lui? Écrivez-nous dans la messagerie 98985. Beaucoup de réactions à ta venue ici comme animateur chez Cogeco Média. Denis Kevin dit extrêmement content qu'il
arrive au 98.5. Dans mon livre à moi, c'est du gros calibre, un top, même qu'il y a une comparaison avec Paul Arcand, Ah bon? qui a été le roi des ondes ici. Quelqu'un qui dit « J'aime beaucoup Denis Lévesque, bien content de son retour. » Encore, il y en a énormément. On va, tout au long de notre entretien, les lire. Mais C'est parce que j'ai été là longtemps. Hein? Ils m'ont vu longtemps. oui, c'est ça. C'est ça. T'as marqué vraiment et tu marques encore les esprits. Mais tu sais, le commentaire que j'ai le plus souvent, tu vois, j'arrive des régions, j'arrive du Saguenay-Lac-Saint-Jean, là, c'est il n'y a plus d'émissions de télévision comme la vôtre. Ça n'existe plus. Il n'y a plus de shows de télévision. Puis c'est vrai que la télévision, c'est très formaté maintenant. Là, et l'émission qu'on avait, c'était plus de la radio à la télévision. Tu sais. Alors, ce que je vais faire ici, je vais prendre à peu près le ton que j'avais à la télévision. Mais c'est vraiment le commentaire que j'entends le plus. Donc, je le dis aux faiseurs de télévision, peut-être que vous gagneriez à engager des gens qui font de la radio. C'est vrai, ça. C'est vrai. C'est Non, complètement c'est vrai. différent. Absolument. 16 ans, justement, à la barre de la dernière émission qui a été très, très marquante à LCN. Quel souvenir que tu gardes de cette expérience-là? Les rencontres. Le grand privilège, c'est de rencontrer du monde. Puis, c'est le monde, la question, c'est toujours qui vous a le plus impressionné. Puis, ils s'attendent à des noms de vedettes, là, parce que, bon, les vedettes, c'est impressionnant, là, mais celles qui m'ont le plus impressionné ou ceux qui m'ont le plus impressionné, c'est souvent des gens dont on dit qu'ils sont ordinaires, là, le monsieur, madame, tout le monde. Je me souviens de Caroline, une jeune fille qui, quand elle était enceinte, ils ont découvert qu'elle avait le cancer. Elle a accouché, puis ils ont vu qu'elle avait une grosse tumeur. Ils l'ont opérée. Et après l'opération, il y a eu vraiment... elle a enchaîné les mauvaises nouvelles sur mauvaises nouvelles. Puis elle est venue en studio avec son petit bébé. C'était beau. Puis je me rappelle de son sourire, là, comment... La fierté d'être passée au travers de tout ça. Oui, puis le sourire gêné de celle qui mène le combat pour rester en vie. On veut tous rester en vie. Mais rester en vie pour tes enfants, c'est une autre dimension. C'est pas la même chose. Et après l'émission, elle m'avait texté. On s'est échangé des courriels pendant quelque temps. Elle est revenue à l'émission. Puis quand on m'a appris qu'elle est décédée, ça m'a chamboulé. Il y a quelques jeunes aussi qui sont décédés après coup. Là. Il y a Joanie, puis bon. Et ça m'a beaucoup... C'est qui, Joanie? Joanie Comtois. OK. Elle était l'objet de plusieurs reportages parce que son père s'est suicidé quand il a su qu'elle était malade, une forme de cancer. Et elle a dû relever sa mère qui était complètement sonnée du décès de son mari puis de la maladie de Joanie. Et puis, ben voilà, elle était venue une couple de fois à l'émission, la tête rasée, mais un moral et un sourire tellement extraordinaire. Toute l'équipe, après les entrevues, convergeait vers le bureau que j'avais, puis on jasait avec elle une autre demi-heure. C'est des beaux moments. Ou des moments, c'est sûr qu'avec des grandes vedettes, Patrick Bruel, que j'ai eu très souvent, on est devenu bodé, puis il m'a invité quand il était reçu, je ne sais pas quel prix il avait donné pour le Québec, là, la médaille du Québec. Et, tu sais, des gens connus, ce que je dis souvent, c'est que les plus grandes vedettes que j'ai connues ont la simplicité de ceux qui ont réussi, puis qui sont reconnaissants d'avoir réussi. Souvent, c'est ceux, les médiums, ceux qui n'ont pas réussi à être les big ones, qui ont la tête enflée, qui ne passent pas dans la porte. Et donc, je ne donnerai pas de nom. Mais tu sais, je peux dire On est entre nous, là, Denis Lévesque. Non, mais tu peux dire que tu rencontres, je ne sais pas, Dominique Michel, Jeannette Bertrand, tu sais, c'est son naturel. Rien à prouver à personne. Charles Aznavour était comme ça, alors que d'autres qui ont pris moins de place ne passeront pas dans la porte. Voilà. Le moment, la rencontre la plus marquante pour toi? Bien, il y en a une, c'est sûr, Larry King que j'ai eu, parce que, tu sais, le métier que j'ai fait à la télévision, c'est lui qui l'a inventé. Parce que, comme moi, il avait fait de la radio en Floride pendant des dizaines d'années. Et quand Ted Turner a lancé CNN, il l'a appelé, puis il dit « Hey, tu fais de la ligne ouverte, puis tu es assez proche du monde, tu as beaucoup d'interactions avec les auditeurs. Viendrais-tu animer une émission à CNN? » Et il est allé à même heure que moi. Il était à 21h le soir. Et il faisait
il sonnait différent des autres et je m'en suis inspiré, c'est sûr, quand je l'ai vu, je me suis inspiré de ce que j'avais fait à la radio, mais j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait le guts de faire des sujets qu'on faisait à la radio que la télévision n'osait pas aborder. Et je me suis dit, c'est comme ça que je vais me comporter. Et je l'ai eu en entrevue pendant 1 heure. Ça a été un super beau moment. C'était le kingpin de mon domaine là, qui l'a inventé. Puis, et il arrive, puis il rentre. On avait aménagé un petit studio temporaire à la place des congrès parce qu'il fallait qu'il retourne bien, bien rapidement. Il avait donné une conférence, puis il retournait rapidement à Dorval. Et il me serre la main, puis il dit « Hey, il paraît que vous êtes le Larry King du Québec. » Wow! J'ai dit « Non, 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 pas du tout, pas du tout. » Mais tu sais, et je jasais avec lui comme si ça avait été mon chum. T'sais, on a enregistré pendant 3/4 d'heure, puis c'est comme deux buddies qui se parlaient. C'était bien le fun. Puis je comprends, c'est parce qu'à force, j'imagine, de rencontrer beaucoup, beaucoup de personnalités, beaucoup de gens, on est moins impressionné, tu sais, par des personnes. Ouais, mais ça. Lui, ce que je comprends, c'est qu'il vous impressionnait. Ah oui, Ah ouais. absolument. Ouais. Ça, c'est beau. Par rapport à l'émission, on va écouter un extrait qui a été marquant, qui a beaucoup circulé, qui circule encore et toujours. Bonsoir. Jeannie Barré se décrit elle-même comme une lesbienne en fauteuil roulant, ex-toxicomane, ex-alcoolique. La jeune femme souffre d'une rare maladie et a subi 157 fractures depuis sa naissance. Ça l'a amenée vers une sérieuse dépression dont elle s'est sortie en devenant humoriste. Elle raconte son parcours. Ce titre-là, d'une invitée, je pense, a remporté la médaille du titre le plus long. Est-ce qu'on t'en parle beaucoup? Ben oui, c'est devenu comme une espèce de signature. Mais moi, c'était le 3e degré de l'affaire. OK, moi, c'est ça que je veux entendre. C'est-à-dire que tout le monde m'imitait. Écoute, ça a été, justement, on savait. Quand on a lancé l'émission, d'abord, on a beaucoup réfléchi. On est allé à CNN. On a parlé au producteur de Larry King, d'Anderson Cooper. On a passé 3-4 jours là-bas avec les directeurs de LCN puis de TVA. Et il fallait que ça marche parce que, tu sais, c'était une émission qui allait s'inscrire dans un poste de manchette. Il n'y avait rien, c'était plate, là. C'était 1/4 d'heure, toujours les mêmes nouvelles. Puis là, on essayait de faire de cette station-là quelque chose d'intéressant. On voulait faire un CNN avec des émissions. Donc, il fallait que ça fonctionne. On a réfléchi beaucoup. C'est eux qui m'ont donné la signature. Ils m'ont dit, à la fin, là... éteindons... éteignez les lumières. Ouais. En fait, ils m'ont dit ça te prendra un geste... Cool. Oui, ça prendra un geste signature. Puis c'est mon réalisateur, Eric, qui a dit, bon, on pourrait éteindre. Ben, je dis, comment on va faire? Ben, je vais prendre la switch, je vais la mettre à off. Puis tout. Alors, on s'est pratiqué, puis ça a fonctionné. Donc, ça a été ma signature. Mais ils nous ont conseillé quand même sur la façon d'aborder l'affaire. Ils m'ont dit, il faut réfléchir, puis comment tu résumerais ce que tu veux faire? Puis finalement, à force de gosser, on a dit on voudrait être surprising, on veut être surprenant, comme je l'étais à la radio. J'aimais ça à la radio, être surprenant, faire des choses que les autres ne faisaient pas. Et on est parti avec cette idée-là. Et c'est comme ça qu'on a conçu l'émission. Alors, quand est arrivée Jeannie, l'histoire de Jeannie, c'est que je savais qu'en étant différent, j'allais être très caricaturé. Je l'ai été. J'étais dans tous les bye-bye. Mais toi aussi, tu faisais de la caricature. Parce que, mais quand tu lis ce long titre-là, fracturé, fauteuil roulant, drogué, tout oui, ce que tu veux, tu sais que tu es en train de caricaturer un peu le sujet aussi. Non, je suis en train de rire de ceux qui rient de moi. OK. C'est ça que je faisais. Vraiment. C'est-à-dire que pendant une couple d'années, c'était juste ça, là. Tu avais un imitateur. « Oh, je reçois un martien, voilà, là. » Puis t'en avais un autre qui disait « Bon, c'est une madame à 14 jambes. » Tu sais, c'était devenu un running gag parce qu'on privilégiait le citoyen. Alors, le citoyen, des fois, il arrivait, puis, il te donnait un show, puis tu l'avais pas prévu. Puis, la femme au couteau, là, c'est un gros... qui avait tué quelqu'un en lançant un lancer du couteau. Il y a eu la femme Fontaine aussi. C'est ça. Ça, c'est des gros hits, mais c'était pas prévu avant ces affaires-là, là. Mais t'avais pas peur que ça tombe un peu dans l'esprit des gens qui regardaient, comme si tu recevais des gens pour rire, des personnes pour rire? Il fallait que tu m'écoutes. Si tu me regardais, t'as vu que j'ai jamais ri de personne. Alors, sauf que, je suis bien imité, puis je lis le livre, la biographie de Jeannie, avec qui je suis en contact encore. Hein. Ils sont devenus des chums. Oui. Elle a battu un tas de records, là, parce qu'elle participe à des compétitions, puis elle bat des records Guinness, puis elle me l'écrit. Et donc, je lis ça, puis elle a une vie tellement singulière. Il y a un chapitre
comment elle a eu de la difficulté à accepter son homosexualité. Il y a un chapitre sur sa maladie, 157 fractures. Il y a un chapitre sur ce que c'est que de se déplacer en fauteuil roulant, puis ça a induit une dépression. En tout cas, puis, plus je lisais, plus je riais. Je disais, coudonc, c'est une vraie invitée de Denis Lévesque, ça. Alors là, je me mets à écrire ça, la litanie de tout ce qu'elle a vécu. Puis c'est réel, ce qu'elle a vécu. Je l'appelle. Je dis, Janie, tu sais que tout le monde rit des sujets que je fais. Je ferai ça, puis je lis ça. Ça te dérange-tu? Elle dit, non, ça va être super drôle. Et je l'ai fait. Donc, j'ai passé ça. Et 2-3 ans après, elle s'est mise à faire des marathons, puis elle a fait de la boxe. Alors, j'ai pris exactement le même titre 2 ans après. Puis j'ai dit, voilà qu'elle est devenue marathonienne et boxeuse. La voix que vous entendez, c'est celle de Denis Lévesque, animateur, journaliste. On va s'en aller à la pause. Si vous avez un mot, une question pour lui, écrivez-nous. Je rappelle, le numéro de la messagerie, c'est 98985. Il y a aussi l'application Cogeco Média. Si vous ne l'avez pas, vous la téléchargez. En haut à droite, il y a une petite bulle blanche, la bulle de conversation. Vous cliquez là-dessus et vous avez accès à tous les moyens de communication envers notre émission. Mais j'aimerais, pour aller à la pause, Mario, je te regarde à la mise en onde. Est-ce qu'on peut réentendre la lecture par Denis Lévesque de ce long titre? Oui, à tout de suite. Denis Lévesque, je pense que tu vas avoir de grosses cotes d'écoute cet été. Et pourquoi tu dis ça? Parce que la messagerie est remplie de messages d'auditeurs qui disent vraiment avec joie qu'ils seront au rendez-vous avec toi cet été. Et ça me fait chaud au cœur. Et moi aussi, je vais avoir beaucoup de joie. Vraiment, là, ça a beaucoup d'émotions, de belles émotions. Je vais en lire quelques-uns qui sont à l'écoute. Il y a Stéphanie Milo, elle dit « Ah, mon ami Denis, tellement un vrai bonheur de te retrouver à la radio. Je serai là, présente. » Un autre, super contente de retrouver Denis Lévesque. Il est unique, il a son style à lui. J'aime ça. En plus d'être une personne très humaine, hâte de l'entendre. C'est vraiment une description très, très honnête là, de ce que tu es, ce que tu représentes. Très fidèle, en fait. Un autre, on t'écoute de Québec également et tous les jours. Bien hâte d'entendre Denis cet été. Bon été à vous tous. Il y a Claude Landry de New Richmond, Gaspésie, en Gaspésie. Je suis vraiment content. Quelle belle surprise ce matin. Je pense qu'il y a plusieurs auditeurs qui apprennent ta venue ici ce matin. Est-ce que j'en lis un autre? Oui. Denis est un grand homme avec un H. J'ai été chanceux de travailler à ses côtés. Il m'a beaucoup soutenu lors du séisme en Haïti, sans oublier de mentionner qu'il est aussi accompagné d'une grande femme. Je profite de l'occasion pour les saluer les deux. Alors voilà, je vais en lire d'autres. Est-ce que c'est signé? Bien là, c'est ça que je veux vous dire à vous que je viens de lire. Là. Vous pouvez nous écrire dans la messagerie, nous dire quel est votre nom, dans quel contexte. Travailler avec moi, j'aurais aimé ça. Exact. Bon, dans le contexte de mes entrevues, Denis, je discute toujours avec des proches parce que l'idée est d'apprendre à vous connaître autrement, d'aller chercher d'autres éléments pour alimenter la discussion. Donc, j'ai demandé à cette personne, qu'est-ce que tu représentes pour elle? Je l'admire pour tout ce qui est là, au travail, qu'est-ce qu'elle fait dans sa vie, mais aussi pour la personne qui est, puis le papa de famille qui est. C'est vraiment quelqu'un de famille, mon père, puis je vais essayer de le prendre comme modèle dans les étapes qui s'en viennent dans ma vie. Un élément de lui que tu vas prendre comme modèle? Je pense que c'est le fait de juste être dans le moment présent avec mes enfants. Comme j'aimerais vraiment ça, c'est comme dans les plus beaux moments de mon enfance avec papa, c'est juste comme de se lever et d'être comme OK, ben aujourd'hui on s'en va au cinéma, puis c'était comme les plus belles journées parce qu'on allait comme manger un beigne, puis après ça on allait au cinéma, puis après ça on revenait chez nous puis on jouait à des jeux, puis c'était comme tellement pas compliqué, mais on savait qu'on allait avoir comme vraiment une belle journée ensemble là, tu sais. Fait que c'est ça, rester comme dans le moment présent puis dans les moments simples, juste passer du temps puis être ensemble. C'est vraiment ce que je veux faire. J'ai une certitude, c'est que il va être un super grand papa. Parce qu'il a été un super papa pour Andréane puis moi. Oh! C'est difficile de retenir son émotion, là. Écoute, c'est ma plus grande qui va avoir un bébé, là. C'est elle qui va accoucher le 5 juillet. Et je trouve ça beau ce qu'elle dit. Puis je suis content d'avoir légué ça à mes enfants, ce genre de souvenir-là, Michel Côté appelait ça la période de lionceau, tu sais, la période où on est un par-dessus l'autre, là. Et j'ai eu la garde à temps plein de mes filles pendant quelques années. Donc, j'étais un papa-poule, si tu veux. Alors, j'ai été très, très proche de mes enfants. Et c'est pour moi fondamental. La famille, c'est ce qu'il y a de plus important, là, bien avant tout le reste, là.
Tu as eu la garde à temps plein de tes enfants pendant des années? Oui, oui, parce que leur mère a dû aller travailler au Saguenay, là, puis il y avait du voyagement là-dedans, là, mais... OK, c'est plus compliqué. Ouais. Mais ça, c'est au travers de toute la carrière que tu étais en train de développer. Comment ça s'est passé? Parce que ce qu'on entend de Myriam, ta fille, c'est un père très, très présent. Oui, mais on avait une âme extraordinaire avec nous autres. On avait Ginette, qui est décédée aujourd'hui, qui était... c'était quelqu'un qui est arrivé dans nos vies d'une façon extraordinaire. Et elle était notre nounou. Elle s'est occupée des enfants. Et quand leur mère est revenue, là, après ce détour à cause des raisons professionnelles, on avait la garde partagée. Puis elle passait une semaine avec moi puis les enfants chez moi, puis une semaine avec les enfants chez leur mère. Alors donc, Ginette a été très, très importante. Là, vraiment, là, et je travaillais le soir. C'était vraiment... Tu sais, il fallait s'écartiller, comme on dit en québécois, là, pour que ça fonctionne, mais Ginette était une facilitatrice extraordinaire. Puis, à ce que je comprends, elle a été là quand même pendant plusieurs années. Elle est devenue un membre de la famille, une douzaine carrément. d'années. Ah oui, oui. Wow. Moi, puis c'était une amie à moi, là. C'était pas... je la connaissais pas avant, mais elle est devenue une amie. C'est devenu la nounou de mes enfants, mais c'était devenu une amie à moi aussi. Puis c'est comment de savoir que dans quelques semaines, quelques jours, notre fille va avoir un bébé, un enfant? J'ai hâte. Puis je suis sûr qu'elle va être une bonne mère, justement, parce qu'elle dit qu'elle va essayer de s'inspirer. Elle va le faire, je le sais. Puis elle fait tellement de belles femmes enceintes. Je regarde des photos, là, wow! Je veux dire, c'est beau, une femme. Ben, quoique des fois, il y en a qui sont maganées, là, mais quand elles sont trop fatiguées, il y en a qui ont des nausées, etc. Mais quand ça va bien, une femme enceinte, c'est radieux. Oui, tu veux dire des femmes maganées dans le sens, sont comme, est-ce que le bébé peut arriver, là? Non, mais tu sais, dans le sens où il y en a qui... Quand t'as mal au cœur tout le temps, c'est sûr que c'est pas... difficile. C'est difficile. Mais moi, je l'entendais qu'elle est rayonnante. Juste sa voix, parce qu'on a discuté quand même un petit bout de temps ensemble, c'était hier. Puis je l'imaginais enceinte, comme elle est belle, elle est merveilleuse, juste à sa voix. Je lui ai posé une autre question. Une chose qu'on ne sait pas de toi, qu'on devrait savoir. As-tu une idée de ce qu'elle a pu répondre? Non, aucune idée. Aucune? Non. OK, on y va. Ben, il est très discipliné. Je sais pas si on le voit tant que ça, mais il est vraiment, moi, je le trouve vraiment impressionnant, là. Quand il y a quelque chose dans la tête de mon père, il déroge pas. Il est vraiment comme, là, il y a comme un objectif de marche par jour. Il va le faire tous les jours, sans exception. Puis sa petite roulette, là, dans son téléphone qui dit combien il a fait. Fait qu'il le fait. Au point de vue de son alimentation, il est super discipliné. Il y a comme toute une diète qui suit. Puis il est tout le temps en train de contrôler ça. Puis il est vraiment... il est aussi impressionnant par ça. Des fois, je suis comme, mon Dieu, on dirait que moi, ça me donne le standard. Je suis comme, mon père, il le ferait. Fait que je le fais. Fait que c'est quelqu'un de... Quand il y a quelque chose en tête, il va jusqu'au bout. Denis Lévesque, combien de pas jusqu'à maintenant, aujourd'hui? Est-ce qu'on est près de l'objectif? Écoute, j'ai fait un flat. J'ai arrêté à 526 parce que pendant les retrouvailles dont je te parlais tantôt, là, toute la gang de secondaire 5, j'ai oublié d'aller marcher. Donc, j'ai arrêté à 526. Il faut que je recommence à zéro. 526 d'affilée. Mais j'ai arrêté de prendre un verre à 27 ans. J'ai arrêté de fumer. 526 jours d'affilée à marcher. Puis c'est quoi l'objectif par jour? C'est 5 km et demi, je pense. Mais je fais toujours le double, habituellement. Là. OK, c'est énorme. Puis pour quelle raison, cet objectif-là? Parce que j'ai décidé ça. Ça fait partie... Je trouvais que j'étais un petit peu sloppé, là, puis j'ai décidé de me prendre en main physiquement. Donc, ça fait un peu plus d'un an, près de 2 ans, si tu calcules 526 jours. Là. C'est ça. Mais il avait trouvé du sucre dans mon sang. J'étais diabétique en principe, le prédiabète. Je comprends. Alors, j'ai changé de diète. Je me suis mis à marcher, puis là, je suis en contrôle de ça. Mais plus jeune, j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de consommer de l'alcool, j'ai arrêté de manger du sucre, j'ai arrêté bien des affaires. Voilà. Oui, puis elle dit discipline. Elle m'a parlé un peu de la COVID aussi, là. Semblerait-il que tu étais très, très bon pour appliquer les règles. Hein? Elle m'a parlé, on jouait à des jeux, puis à chaque fois qu'on touchait une pièce, il fallait se mettre du Purel. Mais ça, c'était une joke. Ça, c'était une joke qu'on a fait souvent. Je vous imagine en famille autour de la plaque de jeu, là. Hey, si tu touches quelque chose, vas-y avec le Purel, puis tout ça guidé par Denis Lévesque. C'est parce qu'on a tourné ça en ridicule. À un moment donné, c'était comme passé, là. Et puis, on s'est retrouvés dans un chalet. C'est dans les pires souvenirs de mes vacances. On avait passé une semaine de vacances dans un chalet de la CEPAC
Il faisait noir, c'est un grand chalet, puis il faisait beau à l'extérieur, mais c'était plate, là, tu sais, je veux dire, à cause de la COVID. Ah, on s'ennuie pas de ça. Non, pas pantoute. On va s'arrêter un instant pour une pause. On s'en va vers la fin de l'émission ensemble. Je vais vous lire au retour un mot, une question pour Denis Lévesque. La messagerie, une fois de plus, 98985. Compagnie de Denis Lévesque, animateur, journaliste, aussi chanteur. Ben oui. Je gardais ça ben pour oui. la fin. C'est toi qui chantes, c'est toi qu'on entend en ce moment. C'est la chanson La Lumière de l'album Ça va aller. Ouais. Est-ce que la chanson, ça se poursuit pour toi aussi? Oui. Je suis souvent en studio avec mon ami Michel Francoeur, avec qui j'ai fait 2 albums. Mais tu vois, la musique, pour moi, c'est comme une bouée qui me permet de respirer, de respirer mieux. J'ai hésité avant de sortir le premier parce que, tu sais, si j'étais comédien, les gens auraient trouvé ça correct. Si j'avais été, je sais pas... il y a des métiers contigus aux arts, puis tu dis, OK, il fait de la musique. Mais il y a comme Marina Orsini qui l'a fait aussi. Ouais, tout ça. mais- Comme journaliste. Mais moi, c'est pas chanter qui m'intéressait particulièrement, c'est écrire des tunes. Tu sais, je jouais beaucoup de guitare. Là, avec mon arthrite, je suis plus capable, mais je joue du piano encore. Puis j'adore écrire des mélodies, puis après ça, visser des paroles là-dessus. Puis c'est très personnel, des choses que tu as envie de raconter. Parce que moi, j'ai toujours eu un micro pour dire ce que je ressentais, mais le dire avec de la musique, j'ai une toune sur mon enfance qui était assez rock'n'roll avec des crises familiales. Et je te donne une entrevue, je vais t'expliquer ça, je vais peut-être avoir le moton en te le disant, mais si je l'ai écrit, puis j'ai pris la peine d'écrire telle ligne, puis que la musique souligne le fait que je suis très, très triste en te le racontant, ça n'a pas du tout la même saveur, ça n'a pas du tout la même intensité non plus. Donc, la musique, ça continue pour moi d'être important. Puis c'est sur quoi que tu vas écrire en musique? Là, je viens d'en écrire une sur Trump. Oh! En fait, c'est pas sur Trump, mais c'est sûr. Ben voyons. C'est parce que Trump, ça m'a rappelé, moi, j'ai été intimidé une fois en Irlande. Je devais avoir 21, 22 ans. J'arrive dans une rue sombre. Il y a 3 punks qui sont là et qui s'approchent et qui me regardent. Le plus petit, c'est le leader, puis il y a 2 grands à côté de lui. Puis ils commencent à crier après moi, puis ils veulent mon argent. Puis je dis, je leur donnerai pas, mais là, je me meurs de peur. Et le réflexe que j'ai eu, je l'ai regardé dans les yeux, puis j'ai crié comme un débile en québécois. « Hey, mon sac... » Bon, en tout cas, tu peux, t'as le droit. J'ai sacré, puis je le regardais droit dans les yeux. Et je criais après lui, je continuais à marcher. Le gars, c'est lui, la peur s'est transférée. Donc, il a commencé à avoir peur de moi. Tu sais, il pensait me faire peur. Quand j'ai regardé dans les yeux, puis je ne regardais pas les 2 gars Là, à puis je côté. te vois me regarder en ce moment Puis je comme tu l'as regardais fait, dans les j'aurais yeux, peur puis aussi. je criais après lui. Le gars, il s'est comme éloigné, je me suis sauvé. Alors, pour moi, la morale de cette histoire, c'est quand un président crie après toi, t'es mieux de crier un petit peu plus fort que de t'abaisser à faire tout ce qu'il veut. Voilà. C'est bien dit. Tu vas nous l'envoyer quand elle va être prête? Absolument, t'es parfaitement. Tu viendras nous en parler même. Oui. Là, je vais lire quelques messages. Bonjour, M. Lévesque. Quel bonheur de vous savoir de retour. Vous m'accompagnez. Vous accompagnerez mon travail à tous les jours. J'adore votre personnalité. Humain, compatissant, sympathique, à l'écoute, drôle. Bref, je me suis ennuyée de vous. C'est Alexandra qui écrit ce message-là. Merci, Alexandra. Ah, attends, j'en ai un autre tantôt que j'ai vu. C'est quelqu'un qui te suit depuis longtemps, Denis. Elle dit, c'est spécial. Adolescente, je passais tout mon temps dans ma chambre à écouter Denis Lévesque au Saguenay à la radio. Ah ouais, c'est JMT. Elle dit là, je suis en fin de carrière, je vais écouter Denis tout l'été en travaillant. C'est Isabelle qui dit ça. Ben, salut, Isabelle. Hey, qui écoutait de Chicoutimi, Ben oui, adolescente. J'étais là longtemps, j'étais 15 ans à la radio. Là-bas. Un autre, quel chic type, tellement contente qu'il soit là pour la saison estivale. Je t'adore, Denis Lévesque, très hâte de t'écouter. Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, qui n'étaient pas au courant, Denis Lévesque, je le rappelle, va prendre la barre de l'émission du midi. Ça va être de midi à 15h cet été, au 98.5 à Montréal, dans le Grand Montréal, mais aussi dans certaines régions. Je pense en Outaouais aussi, puis on pourra regarder les régions exactes, mais c'est un gros rendez-vous qui s'en vient cet été. Puis je peux te dire, Denis, qu'à la lumière de la discussion qu'on vient d'avoir, c'est très, très prometteur. Tu penses que ça paraît que j'ai fait un peu de radio dans ma vie? Puis ça s'est pas perdu. Ça ne s'est pas perdu. C'est un questionnement que j'avais. Quel ton je vais prendre? Puis bon, je vais prendre ce ton-là. Ah ben on l'aime pas mal. C'est approuvé. Approuvé. Merci. Hey, Denis Lévesque, c'était vraiment une belle rencontre. Ça m'a fait grandement plaisir. Je suis vraiment contente de te compter parmi nos collègues de travail, mes collègues de travail ici même. Belle journée à toi. Merci à tous les auditeurs aussi qui ont participé à la discussion avec Denis Lévesque.